Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto qui fait souvent les gros titres, Ripple. Et son jeton, le XRP, on le voit souvent bien classé dans le top 10, mais il y a aussi pas mal de discussions autour, des controverses même, surtout au niveau juridique. C'est vrai. Alors juste pour clarifier dès le départ, parce que c'est important, Ripple, c'est bien la société, Ripple Labs, Exactement. et le XRP, c'est l'actif numérique, la crypto, qu'ils utilisent sur leur réseau. L'idée aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce que fait Ripple, à quoi sert le XRP, comment ça marche tout ça. On va décortiquer un peu. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que Ripple, l'idée de base, ça remonte même à 2004, avant le lancement de 2012. Au départ, l'ambition était assez folle, créer un système monétaire décentralisé pour se passer des banques, quoi. Ah oui, carrément. C'était ça l'idée initiale. Oui, mais bon, le projet a pas mal pivoté depuis. Aujourd'hui, Ripple se positionne surtout comme une solution pour les paiements internationaux, principalement pour les institutions financières, les banques, les opérateurs de paiement. L'idée, c'est de leur offrir des transactions rapides, quasi gratuites et sécurisées en utilisant leur technologie de registre distribué. D'accord, donc un changement de cible assez net. Et c'est vrai que les paiements internationaux classiques, via SWIFT par exemple, c'est souvent lent et coûteux. Exactement, c'est là qu'ils veulent apporter une solution. Et le XRP alors, comment il s'insère là-dedans? C'est quoi son rôle précis? Alors, le XRP, il fonctionne un peu comme comment dire, une monnaie pont. Une monnaie pont. Oui. Imaginez, vous voulez envoyer des euros au Mexique pour avoir des pesos. Normalement, ça passe souvent par le dollar, avec des frais à chaque étape. Avec XRP, ça peut être direct. Vous échangez vos euros contre du XRP, le XRP est envoyé quasi instantanément et il est échangé contre des pesos à l'arrivée. Et ça prend combien de temps ça? C'est là que c'est impressionnant. On parle de 3 à 5 secondes. 3 à 5 secondes. Ah oui, comparé aux jours que ça peut prendre parfois. Voilà. Et il faut juste détenir un tout petit peu de XRP pour activer une adresse sur le registre et les frais de transaction, qui sont vraiment minimes, payés en XRP, sont détruits. Ça, c'est pour éviter le spam sur le réseau. D'accord, 3 à 5 secondes. Et j'ai lu aussi que le réseau peut gérer quelque chose comme 1500 transactions par seconde. C'est énorme, c'est au niveau de Visa ça. Oui, la capacité théorique est très élevée. Mais alors, si ce n'est pas le proof of work de Bitcoin, qui consomme beaucoup d'énergie, ni le proof of stake, comment il valide les transactions? C'est là que ça devient un peu technique, non? Exactement. Ils n'utilisent ni l'un ni l'autre. Ripple a son propre système de consensus, le RPCA, Ripple Protocol Consensus Algorithm. En gros, au lieu de mineurs, ce sont des validateurs de confiance qui sont présélectionnés. Des universités, des institutions financières, des entreprises connues. Ces validateurs doivent se mettre d'accord à une très large majorité, plus de 80%, pour confirmer un bloc de transaction. Des validateurs présélectionnés. Par qui? Par Ripple Labs? C'est un peu là que le bas blesse pour ces critiques. Initialement, oui, Ripple Labs approuve ces validateurs et en opère d'ailleurs quelques-uns. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide et économe en énergie, mais l'inconvénient, c'est que beaucoup considèrent que ce n'est pas vraiment décentralisé. Je vois, c'est un compromis en fait. Performance contre décentralisation pure. C'est un peu ça, oui. Un choix assumé par Ripple pour cibler le marché institutionnel. D'accord. Et cette question de centralisation ou de contrôle perçu, elle rejaillit aussi sur l'autre grand sujet de débat, la distribution des jetons XRP, j'imagine. Tout à fait. C'est l'autre point sensible. Les 100 milliards de XRP ont été créés dès le départ. On dit qu'ils sont préminés. Il n'y en aura jamais plus. 100 milliards d'un coup. Et comment ils ont été répartis? Alors, sur ces 100 milliards, environ 20 milliards sont allés aux fondateurs et 80 milliards à la société Ripple Labs elle-même. 80 milliards pour l'entreprise. C'est énorme. Oui. Bon, depuis, Ripple Labs en a distribué une partie via des ventes, des partenariats, mais elle en détient toujours une part très significative. Une grande partie de ce qu'ils détiennent est d'ailleurs bloquée dans des comptes séquestres, escrocs, qui se libèrent progressivement, mois après mois. Mais ça veut dire qu'ils contrôlent quand même une grosse partie de l'offre. C'est l'argument de beaucoup, oui. Cette concentration et le fait que certains fondateurs vendent aussi régulièrement leurs propres XRP, ça alimente les critiques sur le contrôle potentiel du marché et l'équité de la distribution. Et un point super important à comprendre, posséder du XRP, ça ne donne absolument aucun droit sur la société Ripple Labs. Ce n'est pas comme une action. Ah oui, c'est une distinction clé. Et ça nous amène tout droit au fameux procès avec la SEC aux États-Unis, n'est-ce pas? Exactement. C'est le nœud du problème réglementaire. Fin 2020, la SEC, le gendarme boursier américain, a attaqué Ripple Labs en justice. Et le cœur de l'affaire, c'est quoi?
C'est de savoir si le XRP doit être considéré comme une valeur mobilière, une security en anglais, un peu comme une action, ou si c'est juste une marchandise, une monnaie numérique. Et pourquoi c'est si important? Parce que si c'est une valeur mobilière, alors Ripple aurait dû respecter des règles très strictes pour en vendre, comme une entreprise qui s'introduit en bourse, ce qu'ils n'ont pas fait selon la SEC. Et quels sont les arguments de la SEC pour dire que c'est une valeur mobilière? La SEC pointe plusieurs choses. Le fait que le XRP n'est pas miné comme Bitcoin, que Ripple Labs en détenait la majorité au départ, qu'ils ont utilisé les ventes de XRP pour financer leurs activités, et que les acheteurs pouvaient raisonnablement espérer un profit grâce aux efforts de l'entreprise Ripple. Pour la SEC, tout ça, ça ressemble beaucoup aux caractéristiques d'une action. D'accord. Et Ripple, ils se défendent comment? Ripple dit que le XRP est une monnaie, un moyen d'échange, surtout pour son usage dans les paiements transfrontaliers, et pas un contrat d'investissement dans l'entreprise. L'affaire est toujours en cours, avec des décisions partielles, mais l'issue finale est très attendue. Oui, j'imagine que ça pourrait créer un précédent pour plein d'autres cryptos. Absolument, c'est pour ça que tout le secteur suit ça de très près. Donc, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, on a Ripple, l'entreprise qui propose une technologie pour moderniser les paiements internationaux, surtout pour les banques et autres institutions. C'est ça. Et pour ça, ils utilisent le XRP comme une sorte de monnaie relais super rapide et pas chère. Voilà. Mais l'ensemble fait face à de grosses questions. D'abord sur sa décentralisation, qui est discutable, Oui, à cause du système de consensus et de la distribution initiale. et surtout sur son statut réglementaire, avec ce procès majeur aux États-Unis qui plane sur son avenir. C'est un bon résumé. Une technologie performante, c'est indéniable, mais qui navigue dans des eaux juridiques et philosophiques assez complexes. Pour conclure donc, Ripple, c'est la boîte techno. XRP, c'est l'outil, le jeton, conçu pour être efficace pour les transferts d'argent internationaux institutionnels. Prometteur sur le papier, mais avec ses ombres au tableau. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour aller plus loin. Au-delà de la simple vitesse des transactions, si Ripple réussit son pari, si le XRP s'intègre vraiment ou même remplace en partie des systèmes comme SWIFT, comment ça pourrait changer la relation entre la finance qu'on connaît, la finance crédit, et cette technologie spécifique? Bonne question. On parle souvent de remplacement. Oui, mais est-ce que ce serait pas plutôt une sorte d'hybridation, un mélange plus profond où ces nouvelles technologies cohabitent, interagissent avec l'ancien système? Ça pourrait créer quelque chose d'assez différent, un système financier parallèle ou intégré. Les conséquences iraient bien au-delà des simples virements plus rapides. C'est une question ouverte, je pense, sur l'avenir de la finance. Une perspective intéressante pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.